Le monde est rempli de zones d'ombre, des endroits où la logique s'arrête et où l'horreur commence. Sur cette chaîne, nous allons pas seulement raconter des faits divers, nous allons ouvrir les dossiers que la police a refermés trop vite. Nous allons analyser la psychologie de ceux qui basculent. Installez-vous, éteignez la lumière. Ce que vous allez entendre est basé sur une histoire vraie. Bienvenue dans l'obscurité. C'est une route sur laquelle il n'aurait jamais dû se trouver. Une route forestière perdue en haute altitude dans la Sierra Nevada californienne. Nous sommes en février 1978. L'hiver est brutal, la neige recouvre tout. Et au milieu de ce désert blanc, une voiture. Une Mercury Montego. Elle est parfaitement garée. Le moteur fonctionne. Il y a encore de l'essence dans le réservoir. Mais à l'intérieur, personne. Ils étaient cinq amis inséparables. Des jeunes hommes doux, fans de sport, qui rentraient simplement chez eux après un match de basket. Pourquoi ont-ils conduit 80 km dans la mauvaise direction? Pourquoi ont-ils abandonné un véhicule en parfait état de marche pour s'enfoncer à pied dans une tempête de neige, vêtus de simples vestes légères? Ce qui est arrivé cette nuit-là sur cette montagne défie toute logique. Ce n'est pas une simple histoire de disparition, c'est une descente lente dans l'incompréhensible. Quand la neige fondra des mois plus tard, les réponses qu'on trouvera seront pires que les questions. Bienvenue dans l'affaire la plus bizarre de l'histoire américaine, le mystère des Yuba County Five. Pour comprendre le cauchemar qui va suivre, il faut d'abord connaître ceux qui l'ont vécu. On les appelait affectueusement les Boys. Ils vivaient à Yuba City et Marysville, deux petites villes tranquilles de Californie. Ils avaient entre 24 et 32 ans, mais mentalement, ils étaient tous restés plus jeunes. Certains souffraient de légers retards intellectuels, d'autres de troubles d'apprentissage. Il y avait Bill Sterling, Jack Huett, Ted Wire et Jack Matruga. Ils vivaient encore chez leurs parents, menaient des vies simples et protégées. Et puis, il y avait le cinquième, Gary Mathias. Mathias était un peu différent. Ancien militaire, il souffrait de schizophrénie paranoïde. C'était un passé lourd, marqué par la drogue et la violence. Mais en 1978, il allait bien. Il prenait ses médicaments, il était stable. C'était même souvent lui le leader du groupe. Ce qui les unissait, c'était le sport. Le lendemain, le samedi 25 février, ils devaient jouer le match de leur vie aux Jeux Olympiques spéciaux. Ils avaient préparé leur tenue, leurs chaussures étaient cirées. Le vendredi soir, pour se détendre avant le grand jour, ils décident d'aller voir un match de basket universitaire à Chico, une ville située à 80 km au nord. Ils s'entassent dans la Mercury Montego turquoise et blanche de Jack Matruga. Ils rient, ils chantent. Le match se termine, leur équipe locale gagne, tout va bien. Sur le chemin du retour, ils font un arrêt dans une petite épicerie appelée Bears Market. Il est à peu près 22h, ils achètent des tartes aux cerises, des barres chocolatées, des briques de lait. L'épicier se souviendra d'eux. Il n'y a aucune tension, aucun signe de panique. Ils remontent en voiture pour faire le trajet retour vers Yuba City. Un trajet de 45 minutes, tout droit, sur une route plate et facile. Mais c'est la dernière fois que quelqu'un les verra vivants. Comme je vous l'ai dit, le trajet devait durer 45 minutes. Ils devaient donc arriver chez eux avant minuit. Mais quelques minutes après être parti de l'épicerie, Jack Matruga a raté l'embranchement. Ou peut-être qu'il a pris volontairement la mauvaise route. Au lieu de continuer tout droit vers le sud sur l'autoroute plate et éclairée, la voiture a viré vers l'est, vers la forêt nationale de Plomas. La route devient difficile. Ce n'est plus du bitume, c'est un chemin forestier caillouteux. La température chute drastiquement. Imaginez la scène. 5 hommes en tenue légère, serrés dans une voiture, qui monte de plus en plus haut dans la montagne. La neige commence à tomber. D'abord, quelques flocons, puis une tempête. Mais pourquoi le conducteur, Jack Matruga, qui détestait le froid et prenait grand soin de sa voiture, a-t-il continué sur ce chemin destructeur pendant des kilomètres? Et soudain, l'arrêt. La voiture s'embourbe légèrement. Pas un accident grave, juste quelques centimètres de neige. 5 hommes robustes auraient pu la pousser facilement.
mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont coupé le moteur et ils sont sortis. Il y avait un témoin cette nuit-là, Joseph Schons, un homme qui s'était lui-même bloqué dans la neige un peu plus haut et qui était en train de faire une crise cardiaque légère dans sa voiture. Il dira à la police avoir vu des lumières. Il dira aussi avoir vu des ombres descendre de la voiture. Il a donc appelé à l'aide. Et en réponse à ses cris, les lumières se sont éteintes. Les ombres se sont figées, comme si elles se cachaient de lui. Au lieu de redescendre vers la civilisation, vers la chaleur, les 5 amis ont commencé à marcher dans la direction opposée, vers le haut de la montagne, en pleine nuit, en pleine tempête. C'est ici que la logique s'arrête. C'est ici que le cauchemar commence. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, les familles sont à l'agonie, la police piétine, l'hiver finit par reculer. Et c'est finalement le 4 juin, presque 4 mois après la disparition, qu'un groupe de motards fait une découverte macabre à 30 km de la voiture abandonnée. Ils tombent sur une remorque de l'Office des forêts, un abri utilisé par les gardes forestiers en été. Une fenêtre est brisée. À l'intérieur, le silence règne depuis longtemps. Ce qu'ils vont trouver là-dedans va transformer cette disparition en énigme psychiatrique. Sur un lit, le corps de Ted Wire. Il est mort d'hypothermie et de faim. Il a perdu près de la moitié de son poids. Mais voici le détail qui va vous empêcher de dormir. Ted n'est pas mort en quelques jours. La pousse de sa barbe indique qu'il a survécu entre 8 et 13 semaines. Il était vivant pendant que les hélicoptères survolaient la zone. C'est ici que la folie prend le dessus. Le trailer contenait de quoi survivre un an. Il y avait un casier rempli de boîtes de conserve. Il y avait des vêtements chauds. Il y avait du gaz propane pour le chauffage. Il y avait des allumettes. Mais ils n'ont rien touché. Ils ont ouvert quelques boîtes de conserve avec un ouvre-boîte militaire, mais ils ont ignoré le reste. Ils n'ont pas allumé de feu. Ils n'ont pas mis les vêtements chauds. Ils sont restés assis dans le noir, mourant de faim, à côté d'un garde-manger rempli. Pourquoi ? Avaient-ils peur de se faire repérer ? Ou leur état mental les empêchait de comprendre leur environnement ? Le lendemain, on retrouve les restes de Jack Madruga et Bill Sterling, dévorés par la faune sauvage à quelques kilomètres du trailer. Puis Jack Huet, seuls quelques os et ses vêtements. 4 corps, 4 amis morts dans des circonstances absurdes. Mais attendez, je vous ai dit qu'ils étaient 5. Ted Wire, Jack Madruga, Bill Sterling, Jack Huet. 4 corps retrouvés. Mais Gary Mathias s'est volatilisé. Dans le trailer, les enquêteurs trouvent ses chaussures de tennis. Elles sont trempées, mais ils ne trouvent pas les bottes en cuir de Ted Wire. La conclusion est effrayante. Gary Mathias a survécu plus longtemps que les autres. Il a probablement pris les bottes de son ami mort et il est sorti. Ou bien est-il le héros tragique de cette histoire ? L'homme qui, grâce à son entraînement en militaire, a réussi à maintenir Ted en vie pendant des semaines, le nourrissant, le couvrant, avant de partir chercher de l'aide quand tout espoir était perdu ? Nous ne le saurons jamais. Malgré des recherches massives, le corps de Gary Mathias n'a jamais été retrouvé. Pas un os, pas un vêtement. La montagne l'a avalé. L'affaire du comté de Yuba reste à ce jour l'un des mystères les plus frustrants de l'histoire américaine. 5 jeunes hommes pleins de vie, partis pour célébrer une victoire sportive et qui ont fini leur route dans le silence glacé d'une forêt interdite. Pourquoi ont-ils tourné à gauche ? Pourquoi n'ont-ils pas mangé ? De quoi avaient-ils si peur ? Parfois, la folie n'a pas besoin de monstres. Parfois, une série de mauvaises décisions, amplifiées par la peur et le froid, suffit à créer l'enfer. Cette enquête est terminée, mais le mystère, lui, reste entier. Si vous avez une théorie sur ce qui s'est passé, partagez-la dans les commentaires. D'ici la prochaine affaire, restez sur vos gardes. Et n'oubliez pas que le plus grand danger, c'est de quitter la route toute tracée.